surpris par cet attrait que l'on a pour les potins. Cette espèce de fascination pour la vie privée d'autrui qui semble plus que tout autre partage d'informations répondre à une demande gargantuesque. Et bien dans un élan de lucidité, j'ai décidé de moi aussi en profiter. Aujourd'hui, mon choix s'est donc porté sur un top 20 des amants de George Sand. Et autant vous dire que beau monde il y a. Mais avant, il me faudra vous apporter quelques informations sur cette femme. Car vous savez, au-delà de la vie privée, elle a aussi une vie publique qui relève d'un certain intérêt. Faisons donc innocemment un détour avant de revenir à l'essentiel. George Sand, né en 1804 et décédé en 1876, a eu le temps d'écrire quelques 80 romans, contes et nouvelles. En plus de cela, elle aura rédigé de nombreux articles pour différents journaux, donc autant vous dire qu'elle était plutôt prolifique. Il apparaît donc que George Sand avait des choses à dire et qu'il y avait des gens pour l'écouter dès ses premiers écrits, notamment depuis son roman Lélia. La presse sera quasiment unanime sur le talent de Sand. Les attaques subies, notamment par les conservateurs, concerneront en grande majorité des questions de fond plus que de forme. Ce succès pour une femme peut paraître incroyable à une époque où les frères Goncourt écrivent « Le génie est mal ». L'autopsie de Madame de Staël et de Madame Sand aurait été curieuse. Elles doivent avoir une construction un peu hermaphrodite. Voilà. Mais lorsqu'on creuse un peu le contexte, on se rend compte que le succès de Sand n'est pas si surprenant. D'un côté, elle était bien soutenue par la presse progressiste. De l'autre, le succès de Sand ne posait pas de problème tant qu'elle était hermaphrodite ou qu'elle ne faisait que copier les idées que des hommes avaient déjà eues. Car Sand est plutôt maligne et elle a su concilier les esprits. En effet, elle reconnut ouvertement ses inspirations masculines, de Rousseau à Leibniz. Quant à la littérature dite féminine, elle a préféré s'en détacher en y dénonçant un sentimentalisme qui ne lui plaisait pas. George Sand est une figure tant féministe que politique à considérer avec nuance. Commençons par ses combats en faveur des femmes, qui se font au travers de deux axes importants. Le premier, l'éducation des jeunes filles, qui est particulièrement lacunaire et dont l'avenir se résume à la dépendance d'un mari. La seconde concerne particulièrement le mariage, comme le fait que l'homme ait plein pouvoir dans les statuts matrimoniaux. Elle écrit donc en faveur d'une réforme du mariage afin que la femme puisse se marier en conservant un certain nombre de droits civils. Les féministes de son époque voient en elle une femme forte aux idées intéressantes. En 1848, elles proclameront la candidature de cette dernière à l'Assemblée nationale. Le problème, c'est que non seulement on n'a pas demandé l'avis de la principale concernée, mais qu'en plus, cette dernière est pas vraiment partante à représenter le féminisme de son époque. Ce refus traduit alors un désaccord avec les féministes de son temps. Selon elle, avant que la femme fasse de la politique, il faut une réforme radicale de la société. À la question qu'elle se pose elle-même, pour que la société soit transformée, ne faut-il pas que la femme intervienne politiquement dès aujourd'hui dans les affaires publiques? Elle s'auto-répond non, parce que les conditions sociales sont telles que les femmes ne pourraient pas remplir honorablement et loyalement un mandat politique. Car étant dépendantes de l'homme par le mariage, il est impossible qu'elles présentent des garanties d'indépendance politique. Donc, le mariage serait un problème, et certaines féministes proposent alors de le détruire. Mais cette idée, Sand ne la partage pas et la qualifie même de déplorable fantaisie, puisqu'elle défend une réforme et non une destruction. La lecture féministe des textes de Sand est passionnante, car ses écrits sont autant virulents face à certaines injustices qu'ils ne le sont à l'égard du courant qu'elle défend. D'une certaine manière, je trouve qu'elle critique les idées des uns et les méthodes des autres. Plus encore que les droits des femmes, Sand se préoccupait de la pauvreté. Cette volonté de défendre les plus démunis se retrouve dans ses convictions politiques. Elle n'hésite pas à se revendiquer comme communiste, ni à provoquer, au travers de ses articles, quelques licencieuses polémiques. Ces polémiques peuvent prendre bien des formes, comme des attaques directes contre les aristocrates et les bourgeois, ou dans des textes assez rigolos, puisqu'elle prédit l'avènement du communisme en France pour les années 1900, avec la destruction de la richesse individuelle en faveur d'une richesse sociale dans un monde où il n'y aurait plus de pauvres et que des gens égaux. Très rigolo, je vous dis. En effet, Sand espérait beaucoup de la Deuxième République de 1848, mais les conflits au sein de l'Assemblée entre conservateurs et gauche républicaine, la répression, l'arrestation de bon nombre de ses amis socialistes et les rumeurs à son égard la forçant à quitter Paris vont contribuer à une certaine désillusion orwellienne, c'est-à-dire une désillusion de forte amertume. On peut dire que pour Sand, il y a un avant et un après 1848. Avant, elle était plus exaltée, elle parlait souvent au nom de tout le peuple, de tous les pauvres, de toutes les femmes. Elle affichait ouvertement ses positions parfois polémiques à travers les journaux. Après 1848, sa pensée se fera un peu plus subtile. Sans jamais renoncer à ses convictions fondamentales, elle nuancera ses réflexions et ses propos. Ses apparitions dans les journaux seront moins courantes, mais le plus important, elle privilégiera les interventions concrètes plutôt que des grands discours, se faisant ainsi une médiatrice plus qu'une politicienne. Elle plaidera la cause de ses amis Louis Blanc, Barbès, elle défendra beaucoup les femmes pauvres ainsi que les paysans de province, le tout non sans un certain succès. Est-ce que Louis Blanc et Barbès ont été ses amants? Je vois
que vous attendez ce top avec impatience. Effleurons le sujet avec un homme qu'elle a rencontré en 1832, Balzac. Leur rencontre est plutôt explosive et peut se résumer ainsi. Dites-moi, vous avez déjà lu du Rabelais ? Non. Vous n'êtes pas vraiment une auteure si vous n'avez pas lu du Rabelais. Non mais espèce de gros. Contrairement à ce que l'échange laissait présager, les deux auteurs finiront par se lier d'amitié. Par contre, j'avoue que je n'ai pas trouvé si Sand a fini par lire du Rabelais. Il faut dire qu'il y a une proximité plutôt intéressante dans leurs écrits. Les deux s'intéressent à un réalisme social. Et on arrive ainsi à l'unité de tout ce que je vous ai raconté jusque-là. Contrairement à Balzac qui ne s'intéresse que peu à l'engagement socialiste, l'œuvre de Sand en est emprunt. Sa littérature et sa cause ne font qu'un, comme elle le dit si bien elle-même. Dans tous mes livres jusqu'au plus innocent, vous y verrez une opposition continuelle contre vos bourgeois, vos hommes réfléchis, vos gouvernements, votre inégalité sociale et une sympathie constante pour les hommes du peuple. Cet engagement influence son style. Ni romantique, ni réaliste, se refusant au roman sentimental, la forme de ses textes ne se plonge dans rien de tout ça, mais emprunte à chacun ce dont elle a besoin. Par exemple, dans Indiana, le triangle amoureux populaire à l'époque mettant en scène une femme, un amant et un mari cocufié, est ici transformé avec un personnage supplémentaire permettant de dépasser les structures du récit usuel. Dans Indiana, elle aborde ainsi les malheurs du mariage et le manque d'éducation de la femme. Puis Sand introduit la philosophie dans le roman et pose des questions sur la nature du lien social, sur la foi, la charité, ce qui donnera son roman Lélia. Sand, comme Balzac, vont ainsi jouer un rôle clé dans l'histoire de la littérature en permettant à celle-ci de s'emparer de sujets de société. Ainsi, sans forcément s'inscrire dans le courant réaliste, Sand s'attache aux réalités de son époque en écrivant, par exemple, sur la condition paysanne, comme dans La Petite Fadette ou François le Champy. On l'aura compris, les écrits de Sand ont une dimension dénonciative et politique. Évidemment, cette utilisation de la littérature pour parler de sujets sociaux ne va pas franchement plaire à tout le monde. Au fond, c'est vrai. Pourquoi faire passer des idées politiques à travers des romans ? Eh bien, rappelons-nous que Sand se revendique communiste et prône l'égalité de tous. Dans ce cas, elle veut s'adresser à tout le monde et le roman sera l'outil idéal pour cela. Le roman permet, selon Sand, de s'adresser aux jeunes, aux vieux, aux paysans, aux bourgeois. En 1848, elle le dira elle-même. Un roman n'est pas un traité. Les romans parlent au cœur et à l'imagination. Et quand on vit dans une époque d'égoïsme et d'endurcissement, on peut, sous cette forme, frapper fort pour réveiller les consciences et les cœurs. Et on retrouve là l'engagement politique de la dame au travers de la littérature. Elle ira même plus loin en affirmant qu'écrire sur des sujets de son époque est non seulement un droit, mais un devoir. Quel est l'artiste qui peut s'abstraire des choses divines et humaines, se passer du reflet des croyances de son époque, et vivre étranger au milieu qu'il respire ? Enfin, il est intéressant de parler en quelques mots du style de George Sand. Contrairement à un Flaubert qui passe un temps fou à réfléchir à ses phrases, le style de Sand est très naturel et spontané. C'est un avis personnel, mais je trouve que ce style est consubstantiel à la nature politique de son œuvre. Ce style spontané lui permet d'écrire vite et de rester ainsi ancré à l'actualité des causes qu'elle défend. Sa littérature s'inscrit alors bien aux problèmes de son temps et à leurs évolutions. Beaucoup salueront sa capacité à être aussi productive tout en maintenant une qualité d'écriture. Mais cette facilité provoquera aussi le courroux de quelques détracteurs. Par exemple Baudelaire, qui a franchement pas trop tendance à être un grand admirateur de sa collègue. Et si ce grand poète a formulé des textes aux éloges magnifiques, sur Sand il dira que quelques hommes aient pu s'emmoucharder de cette latrine, c'est bien la preuve de l'abaissement des hommes de ce siècle. Que de poésie! Au final, George Sand ne peut pas se résumer à une femme volage. Et c'est pourquoi, plutôt que de vous présenter un top 20 pour lequel je n'ai plus le temps ni le goût, je vous propose de jeter un œil à son œuvre. La Petite Fadette et La Mare au Diable sont parmi ses ouvrages les plus connus, mais je vous conseillerais aussi Indiana, qui est son premier roman écrit en toute indépendance. Ou encore, le conte très chouette intitulé Les ailes du courage, retraçant l'apprentissage de la vie d'un jeune gars de la campagne. Enfin, si vous teniez vraiment à un top 20 de ses amants, eh bien c'est avec le masque du sourire poli, cachant le visage de l'ironie, que je vous invite à vous révolter contre cette vidéo. Soyez vindicatif et affichez votre déception. Et une fois ce contenu païen purifié par les flammes des critiques, partez à la conquête de la connaissance, épluchez la correspondance de Sand, découvrez ses biographies sur sa personne. Puis un jour, peut-être, vous pourrez dire « Tiens, c'est vrai qu'il y avait des trucs quand même vachement plus intéressants à découvrir. » Tu avais raison, la vie sentimentale de Sand n'est pas si intéressante. À la place, nous allons donc faire un top 20 des insultes de Baudelaire contre George Sand.